Taking pills, prevent no freeze. I can't get no sleep. All is black.
Seven Weeks au Musée des Beaux-Arts de Limoges. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, vous avez débuté en 2006 avec ce groupe. Vous êtes 4 aujourd'hui. Présentez-nous un petit peu les autres membres du groupe. Il y a Jérémy qui est avec moi depuis le début, qui est à la batterie. Il y a Fred qui est à la guitare. Il y a PH qui fait batterie, guitare. Et moi, je m'appelle donc Julien et je suis chanteur-bassiste. Alors, 5 albums en studio, 7 en comptant les EP. Le dernier, Sisyphus, sorti le 31 janvier, accueille dithyrambique du public, des médias. La tournée démarre et là, patatras, c'est le confinement et vous faites votre dernier concert le 13 mars au Bus Palladium à Paris. Comment vous avez vécu ça, vous ? On était forcément un peu déçus, parce que sortir un album et préparer une tournée derrière, c'est au moins 1 an, et là pour le cas c'était 1 an et demi de travail. Mais on peut dire qu'on a un peu la peau dure, on a l'habitude de s'arranger de choses imprévues dans le groupe. Donc il y a eu 1 mois où on s'est posé des questions, et un 2e mois où on s'est remis à travailler en trouvant des alternatives. Le plus décevant, c'est de ne pas pouvoir avoir joué les morceaux de l'album devant les gens qui auraient voulu le voir, quoi. Parce que là, on ne sait pas quand est-ce qu'on va refaire des concerts et l'album sera plus d'actualité forcément, ça sera un peu perdu. Vous n'allez pas reporter les dates justement qui ont été annulées? Si. Mais la sortie de disque, elle n'est pas reportée. Mais c'est pas grave, on a déjà prévu d'enregistrer autre chose et quelque chose en rapport d'ailleurs avec cet album, une sorte de double album, une suite de cet album, et voilà, ça va sortir bientôt. Alors, on va quand même parler de Sisyphus, le mythe de Sisyphe, en fait. Alors, comme ça, les groupes de métal, ils lisent Camus et ils nous font le mythe de Sisyphe. On n'est pas un groupe de métal, mais... de rock puissant, on va dire. C'est pas mal, ça. Ouais, si tu veux. Mais on n'est pas un groupe de métal, mais oui, on lit Camus. Heureusement, on n'est pas que Rockard, je sais pas, des magazines de métal. Mais non, c'est... Pourquoi avoir décidé de parler de ça, du mythe de Sisyphe? On va rappeler, c'est dans la mythologie grecque, c'est Sisyphe qui monte son rocher en haut d'une colline et qui redescend tout le temps, et il remonte. Et c'est quoi? C'est l'histoire du groupe? Ceci dit, c'est presque l'histoire de la vie aujourd'hui. Oui, c'est l'histoire de beaucoup de gens qui portent un projet. Porter un projet, ça vient vraiment de ce genre d'image, quoi. Et nous, on porte notre projet depuis longtemps, et c'est souvent qu'à un moment, on pensait l'avoir porté bien assez haut, et puis qu'il dévale la pente, il faut tout recommencer et tout. C'est un peu des cycles, ne serait-ce que... Même sans embûche, c'est le cycle d'un groupe. C'est-à-dire, on compose, on travaille, on gravit la pente, on arrive en haut, c'est le moment où on est sur scène, voilà. Et après, le rocher redescend, il faut recommencer tout ça. Et on a fait une pause en 2018, on s'est dit, est-ce qu'on continue? Ça fait déjà 13 ans qu'on existe. On s'est dit, est-ce qu'on continue? Et on a réfléchi à notre condition, et notre condition, on l'a vraiment retrouvée dans le mythe, à la base mythologique de Sisyphe, mais aussi dans l'adaptation et philosophique de Camus, quoi, qui nous a beaucoup accompagnés pendant la création de l'album. Et c'est vous qui avez décidé ça, de reprendre ça Les choses, elles se font instinctivement, on ne sait pas trop pourquoi. C'est comme écrire des textes. Au début, on écrit des textes, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et c'est 2 mois, 6 mois après qu'on comprend vraiment le fond de ce qu'on a voulu dire. Et là, c'est pareil. Au début, on était là, cette histoire de Sisyphe, telle qu'on la connaît, l'image d'Épinal de Sisyphe, nous correspondait. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que Camus, par exemple, dit le chemin est plus important que le sommet. Donc Seven Weeks cite Camus également. Non, pas dans nos textes, et puis on ne se permettrait pas, on n'est pas suffisamment calé là-dessus, mais l'image du fait que la création est plus importante que l'œuvre, ça c'est quelque chose qui nous plaît. Ouais. On va parler également du clip, qui est absolument magnifique, qui a été réalisé ici à Limoges. Oui, c'est au Cercle Turgot, qui est assez connu, voilà, qui est maintenant dans un état assez délabré, qui est hyper beau, parce qu'il y a ce mélange de luxe, de faste, avec tous ces ornements qui sont un peu partout, et en même temps c'est un peu décrépit. Et voilà, avec l'équipe de Cooks et avec William Van Restin, on est allé dans ce lieu, on s'est vraiment fait plaisir. Et j'invite tout le monde à aller voir ce clip, parce que c'est vrai qu'il est magnifique. C'est quoi du coup maintenant les projets de Seven Weeks? Les projets, on a des dates, ça reprend, il y a des concerts qui reprennent normalement au mois d'octobre. Nous, cet été, on enregistre donc une sorte de suite à cet album, Sisyphus. Et on va le sortir probablement à la rentrée. Les choses, elles changent vite en ce moment. On ne peut pas caler un planning. S'adapter. Voilà, faut s'adapter. Et puis dès qu'on peut, on reprend nos dates. De toute façon, toutes nos dates ont été reportées à 2021. Donc on a au moins toutes ces dates-là qui vont revenir. On devait faire les Francopholies de La Rochelle qui sont reportées en 2021, par exemple. Voilà.
Bon, bah alors on peut vous souhaiter quoi? Déjà, est-ce que vous aviez, j'imagine, non, jamais joué Non. dans un musée et au musée des Beaux-Arts de Limoges? Non, alors, jamais. 7 Weeks au musée des Beaux-Arts de Limoges, ça on peut le cocher, c'est fait. Ouais, c'est fait, c'est fait. C'était fort, hein. C'était fort, c'était puissant. Ouais. Mais si on trouve ça fort, c'est qu'on est peut-être un peu trop vieux, non? C'est que ça résonne un peu, mais peut-être. Ouais. Non, c'est qu'on est trop vieux. Merci beaucoup, Merci. Julien, 7 Weeks. On vous retrouve sur scène alors à partir de la rentrée avec un projet d'album. Mais en attendant, on découvre Sisyphus, on découvre ce clip et on découvre aussi tous les concerts à venir. Merci. C'est notre fête de la musique à nous, ici, au Musée des Beaux-Arts de Limoges. Et pour parler culture, je suis ravie d'accueillir Jean-François Julien, journaliste au Populaire du Son. Bonjour. Bonjour Guylaine. Et Alain Mercier, directeur de l'Opéra de Limoges, directeur général et artistique de l'Opéra. Alors, on va commencer déjà avec vous, Jean-François Julien. Ce confinement sur la culture, votre analyse en tant que journaliste, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis à la fois triste et inquiet. Triste de voir que les pouvoirs publics n'ont pas pris en compte suffisamment la problématique culturelle. Il a fallu que les artistes se manifestent, signent des pétitions pour dire on existe, pensez à nous. Et puis inquiet parce que je ne sais pas comment ça va se passer dans les mois qui viennent. Est-ce que le public va revenir dans les salles? Est-ce que les spectacles du Zénith vont encore attirer du monde? Est-ce qu'on imagine encore 3 000, 4 000 personnes applaudir Christophe Maé dès la rentrée ou Patrick Bruel? Je suis très très inquiet. Et je suis surtout inquiet pour le milieu du cinéma parce qu'on a vu que les gens s'étaient habitués dans le confinement à prendre des plateformes Netflix, à prendre des abonnements. Du coup, certaines maisons, certaines productions sont sorties sur ces plateformes et ont limité les sorties en salle. Qu'est-ce qui va se passer dans ce milieu-là? Là, je suis très très inquiet. Je ne sais pas ce que sera l'avenir, ce que ça va donner. Alors merci, vous partagez la même analyse, vous déjà, du point de vue de l'Opéra de Limoges. Comment ça s'est passé le confinement? Ça a été l'arrêt total, évidemment, de tout ça. Alors évidemment, je partage l'inquiétude pour maintenant, surtout pour l'avenir. Le confinement, pour nous, ça a été plusieurs étapes. C'était d'abord un choc, puisque même si on sentait venir la situation, fin février, quand on a attaqué les répétitions de Nouvel Opéra, on a travaillé 3 semaines, on a pris des mesures déjà, et puis d'un coup, ça s'est arrêté brutalement, et on était à 10 jours d'une première, donc c'était évidemment pas très facile. Ensuite, il y a eu tout un temps un petit peu compliqué, où il a fallu prendre en compte, passer le premier choc, toutes les annulations qui arrivaient devant nous, et comment on allait les gérer, comment on allait essayer de tenter de sauvegarder quand même les contrats d'un certain nombre de personnes. Je rappelle qu'à l'Opéra, entre le 13 mars et le 30 juin, c'est 150 contrats d'intermittence, c'est plusieurs contrats de session, c'est 42 représentations annulées, certaines à Limoges, d'autres en tournée, sans parler même des spectacles que nous hébergeons à l'Opéra pour le compte de producteurs extérieurs. Donc il y a eu ce temps-là, et puis enfin a commencé à arriver le temps, je dirais à partir de fin avril, de commencer à penser à la reprise. Et on est toujours un peu dans ce temps-là, même si on a maintenant plutôt pas mal avancé, mais avec encore beaucoup d'incertitudes. Et je pense que peut-être à l'inquiétude, j'ajouterais le mot incertitude, puisque je pense que quand on pilote une institution, alors peut-être on est un tout petit peu plus protégé, parce que je dirais la capacité financière de l'institution permet de faire un tout petit peu amortisseur, et les pouvoirs publics sont restés extrêmement fermes derrière nous sur le paiement des subventions notamment, qui nous ont garanti pour cette année 2020, donc ça nous a protégés un petit peu. Mais néanmoins, il y a bien d'autres contraintes qui sont devant nous, et pas des moindres. Il y a l'accueil du public, va-t-il venir, mais dans quelles conditions on va pouvoir l'accueillir? Voilà. Alors ça se dessine, mais c'est pas encore très très clair. Suivant qu'on regarde telle ou telle information, on n'a pas tout à fait exactement les mêmes choses. Et puis, pour nous spécifiquement à l'Opéra, vu que l'Opéra met en jeu énormément de personnes dans le travail, la grande difficulté, c'est comment concilier des mesures barrières à l'intérieur du travail lui-même, qui nous empêche très très clairement aujourd'hui de mettre par exemple l'orchestre dans la fosse, en tout cas pas avec un effectif suffisant pour pouvoir jouer déjà la première production d'entrée de saison, que nous avons donc d'ores et déjà reportée dans 2 ans. Mais on essaye aussi de ne pas se laisser aspirer par cette situation très tourmentée, en essayant
de remplacer certains projets, d'être créatif, d'inventer Oui. d'autres formes, etc. Donc il y aura évidemment une saison à l'Opéra à partir de la saison prochaine. On s'y prépare et on sera prêt en septembre. Bon. Et pendant le confinement, vous vous êtes un petit peu réinventé quand même aussi avec l'opéra à la maison, ce genre de choses. Vous avez utilisé les réseaux sociaux. Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé les outils numériques. Hein. Oui. Et je dois dire que c'était même pas forcément une stratégie délibérée au départ. Les artistes eux-mêmes s'en sont emparés, ont donné l'élan, hein, notamment les musiciens de l'orchestre qui les premiers ont pris en charge des projets en multivision, hein, un mouvement de la 40e de Mozart, une magnifique réadaptation du Cendrillon de Massenet que nous avions interrompu, tout en petit théâtre de légumes et d'objets. Voilà, donc ils ont fait eux-mêmes. Et puis nous aussi, on a évidemment pris en charge un certain nombre de projets. Donc on a fait quand même, là, j'ai compté ce matin, on a enregistré 50 projets en fait en vidéo, à distance. Et ça a considérablement aussi élargi l'audience. Et Parce voilà. que tous ces projets ont été vus par 70 000 personnes, donc ce qui est une autre façon de faire. Alors évidemment, quand je dis ça, pour moi, ce n'est pas une solution, c'est un Évidemment, outil tout à fait. de développement. Mais Tout on ne à peut fait. évidemment pas se résoudre à envisager le spectacle vivant Non, derrière un par des écran, outils numériques non, non, uniquement, non. même Ouais. si ces outils peuvent être parfois très utiles pour accompagner. Voilà, donc nous avons essayé de rester présents. Et puis on a fait aussi un travail de proximité différent, puisque dès la première semaine du confinement, quand nous sommes partis le 16 mars au soir, ou le 17 à midi, je ne me rappelle plus très bien, on a extrait 1500 noms des 1500 spectateurs les plus fidèles de l'opéra, et on s'est réparti en fait une vingtaine de personnes entre tout le personnel d'accueil du public, de la billetterie, etc. Et on a décidé d'appeler les spectateurs 2 fois par semaine, régulièrement, pendant toute la période du confinement. Donc ce qui était l'objectif, c'était de garder tout simplement un contact humain entre personnes, et je pense que ça a été plutôt apprécié par les spectateurs, même si parfois quelques personnes, effectivement, nous ont dit « Bon, écoutez, c'est très gentil, mais l'opéra, c'est important pour moi, mais c'est peut-être pas utile de me rappeler pendant un mois, 2 fois par semaine. » Mais par contre, à l'inverse, d'autres personnes, ensuite il y a eu des rendez-vous réguliers d'organiser avec l'équipe de phoning, comme on dit aujourd'hui, et je pense que ça a été assez efficace, finalement. On a vraiment gardé le contact. Ah ouais, vous voyez, hein, Jean-François Julien, finalement, c'est marrant de voir comment on peut se réinventer de manière différente. Alors, il y a eu le revers de la médaille, c'est ça. Voilà, il y a eu le côté catastrophe, etc. Il y a le côté inquiétant, mais il y a le côté aussi, comment dirais-je, il y a une fleur qui est née dans ce désert, c'est qu'il y a eu des initiatives. Je pense par exemple à Thierry Chenaveau, Thierry Chenaveau de Henri Minure, qui s'ennuyait chez lui, qui a dit bon, ben, on va faire un spectacle pour remercier les personnels soignants, et on va monter sur la gare de Limoges au mois d'octobre une installation lumineuse, et il a fait un appel à subvention. Il y a déjà des entreprises qui se sont manifestées. Enfin voilà, il y a par exemple aussi notre ami Dominique Desmond qui est chanteur d'opérette, qui lui, tous les soirs à 20h, ouvrait sa fenêtre et chantait une chanson et se mettait au piano. Il était accompagné par Jean-Claude Robert, et ils avaient fidélisé un public dans la rue des Arènes. Vous voyez, donc il y a eu des choses quand même qui ont été assez drôles. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes comme ça. Je pense notamment à Philippe Lars qui faisait un direct tous les midis aussi. Voilà, ça a permis comme ça aux artistes limougeaux de participer à la culture par les réseaux sociaux. Et c'est ça, et en plus d'élargir leur audience, parce que c'est vrai que c'est, par exemple pour l'opéra, il est évident que sur les 70 000 personnes, il n'y a peut-être pas que des amateurs d'opéra, et des gens qui ont découvert par ce biais les qualités des artistes qui se produisent dans cette maison. Donc voilà, c'est aussi le côté sympathique de ce confinement. On va terminer sur du positif. Alors actuellement, là, à l'opéra, il se passe quoi? Vous êtes en train de... Le travail a repris du côté des équipes administratives, communication, technique, atelier. Donc depuis le 11 mai, alors par petites étapes successives, on n'est encore pas complètement à plein régime. Normalement, on a prévu de revenir en présentiel à plein régime à partir du 1er juillet. Donc on va travailler encore tout le mois de juillet. Il y a des choses donc on reprend des répétitions à partir de demain avec le chœur, et la semaine prochaine avec l'orchestre.
Non pas pour produire des projets en public, mais pour tester en fait tous les dispositifs de distanciation et de sécurité qui vont nous incomber dorénavant et qui sont extrêmement contraignants. Donc ça va nous permettre de les tester, puis ça va permettre aussi aux équipes artistiques qui sont restées à la maison là, depuis le mois de mars de se retrouver avant qu'arrive la période un peu d'été et de revenir à la rentrée. Et puis du côté des projets participatifs comme Opéra Kids et Un chant, une chance avec les adultes, alors on va reprendre en présentiel en extérieur avec Opéra Kids à partir de, je pense, de début juillet. D'accord. Donc, voilà, donc il va y avoir 2 ou 3 lieux à Beaubreuil, en centre-ville, et puis peut-être dans un autre endroit, où on fera des ateliers tous les matins, avec des petits groupes de nos enfants d'Opéra Kids. Et puis avec les adultes du programme Un chant, une chance, qui était un programme qui démarrait au moment où pratiquement il a eu à peine eu le temps de démarrer, qu'il a fallu l'arrêter. Donc là, on fait du travail en visio, en individuel pour l'instant, avec chacun. Et donc tout ça continue malgré tout. Hein. Oui. Voilà, il ne faut pas lâcher le contact. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est des notes positives. Voilà, hein, on va rester sur ça, sur ces notes positives. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'on est ici au Musée des Beaux-Arts de Limoges et que l'entrée va être gratuite tout l'été au Musée des Beaux-Arts et que si vous souhaitez faire la visite avec un guide, ça ne coûtera que 1 €. Donc voilà, autant en profiter aussi pour découvrir ces beaux endroits qui sont chez nous. Hein. Merci beaucoup Jean-François Julien pour votre analyse culturelle sur ce confinement, ce moment extraordinaire qu'on a vécu et qu'on espère ne plus revivre. Exactement. Pour l'instant, on est encore dedans. Il ne faut pas oublier que le spectacle, c'est le spectacle vivant. Ben, c'est ça, c'est vivant. Donc la vidéo, c'est bien, mais il faut aller dans les salles, il faut aller dans mais on y reviendra, évidemment. Il faut. Merci beaucoup, Alain Mercier, directeur de l'Opéra de Limoges. Et bien sûr, on espère aussi vous retrouver tout l'été, de manière différente, avec entre autres Opéra Kids. Et puis, à partir de septembre, on croise les doigts. On sera là. Merci.